très bonne nouvelle. Le petit Burkinabé appelé Baguel, qui narguait les Ivoiriens, qui allait sur le 5e pont pour dire que le président doit pris crédit pour construire ce pont. Le président doit pris crédit pour construire Abidjan, a été arrêté jeudi. Voilà, PLCC. On lui a demandé de fournir les preuves que le président Ado allait prendre crédit. Il n'a pas pu fournir les preuves. Allait là, il dort à la Maca avec Alino. Et récemment, il est parti au Burkina. Il allait croiser le petit frère d'Ibrahim Traoré pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a été arrêté encore. Il a reconnu les faits. Il a été arrêté. Il est à la Maca avec Alino. C'est pour... On a conseillé le petit pour dire que ce que tu fais, il faut arrêter. Le petit a continué à narguer les Ivoiriens. Il a continué à insulter, à parler mal de la Côte d'Ivoire, à parler mal de l'armée ivoirienne, a dit qu'on allait ramasser les armes à crédit, on allait louer les avions. Il a tout dit. Aujourd'hui, il se retrouve à la Maca. Et les mêmes Burkinabés qui étaient en train de l'encourager là, ils ne sont même pas informés que le petit, il dort actuellement à la Maca. Ha! N'avait rien vu. C'est que nous, les Ivoiriens, on ne peut pas faire au Burkina là. Un Burkinabé sur le sol ivoirien. Et surtout, il est vigilant. Il était vigile à Cocody. C'est-à-dire qu'il est venu te chercher en Côte d'Ivoire ici. Je vous reviens. En coulisses, les réseaux mafieux au service de l'impérialisme russe en Afrique alimentent une filière esclavagiste pernicieuse et surtout humiliante pour la femme africaine. Lancé en août 2023, le programme Alabouga Start, présenté sur les réseaux sociaux comme une opportunité socio-professionnelle pour les femmes africaines, s'avère en réalité une arnaque incroyablement réductrice. Elles sont nombreuses, ces Africaines qui mordent à l'appât. Pour un salaire mensuel oscillant entre 500 et 700 $, une formation professionnelle dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, du transport routier, le tout ajouté à une prise en charge du logement et du billet d'avion, il y a de quoi exalter l'attractivité de la coopération russe. Malheureusement, le revers de la médaille est ahurissant. Une fois sur place révèle une enquête, ces Africaines, parmi lesquelles probablement des Ivoiriennes, sont envoyées dans des usines de fabrication de drones Shahed et autres armements utilisés par Moscou dans sa guerre d'agression impérialiste contre l'Ukraine. Ainsi, apprend-on, la société Alabouga a signé début 2023 un contrat d'1,75 milliard de $ avec l'Iran pour un transfert de technologie permettant la construction de 6000 drones de type Shahed d'ici à septembre 2025, ce qui l'a obligé à tripler son volume de production. La main-d'œuvre russe étant insuffisante, ce sont ces ressortissantes africaines qui sont commises à combler ce déficit de personnel dans des conditions tout à fait esclavagisantes. Contrairement aux promesses mirobolantes vendues sur les réseaux sociaux, les coûts liés à leurs arrivées sur le territoire russe, billets d'avion, logements, frais médicaux, cours de russe et autres, sont systématiquement déduits de leur salaire déjà minable. Cette exploitation de la femme africaine, réduite en esclavage dans une indifférence totale et dans un climat marqué par le racisme ambiant, fait honte et devrait faire réagir nos élites. Babo connaît là. Moi je sais pas c'est quel nom le gars là même cherche. Je sais pas c'est quel nom il veut chercher. Je comprends même pas le gars. Toi tu es sorti hier ici pour dire que Suleiman Babo connaît a été acquitté de toutes ses charges, qu'il a été blanchi, qu'il a été lavé avec Homo, tous ses péchés judiciaires sont tombés. Aujourd'hui encore tu sors pour dire non, il fait l'objet des recherches. Bon, en réalité là-haut, toi tu nous prends pour des cons. Hier là même là, moi je savais que tu mentais. Mais si tu sors pour faire vidéo, les gens vont commencer, oh, moi je sais que c'est mensonge. Voilà. 1000 € qu'on l'a donné là, c'est parce que les gars là, c'est la procédure normale qui est là. Parce qu'il a un OQTF, obligation de quitter le territoire français. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit ça, les gens disent non, pourquoi il quitte pas la France? Quand on te donne ça là, tu peux plus aller dans un pays européen. Forcé, tu dois venir en Afrique. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Donc les 1000 €, et puis on a dit qu'il doit se présenter 3 fois au commissariat. Par jour, 3 fois par jour. Donc les 1000 € qu'on l'a donné là, bon, c'est pour que lui aussi il puisse manger un peu, pour que chaque jour il puisse marcher pour venir au commissariat.
C'est la procédure, non, c'est pas de dédommagement. On peut pas dédommager. 1000 euros, c'est quoi? Nous-mêmes, là, on n'est rien, on n'a pas l'argent. Mais 1000 euros, c'est quoi? Ça peut dédommager quoi? Hein? Maintenant, vous sortez, vous mentez aux gens. Vous mentez aux gens. Le gars, là aussi, il est sorti hier. Au lieu de rester tranquille dans son coin, qu'on a pris jet privé en Côte d'Ivoire pour venir le rechercher. Ah, champion. À quoi de temps, on va envoyer jet privé, on va déplacer jet privé, mettre kérosène pour... Ah, pardon. Faut pas nous prendre pour des enfants. Tu sors, non, il y a les trucs terroristes là, il y a les quoi. Tu es sorti là-haut, faut te taire. Tu te tais. Parce que si tu es dans un problème là, ils vont te laisser où? C'est pourquoi dans une vidéo la fois passée, j'ai dit, je le redis et je répète. Souleymane Gbagbo connaît sa personne, j'aime sa personne. Mais wallahi, ses opinions, j'aime pas ses opinions parce que tout ce qu'il dit c'est faux. C'est du mensonge. Regardez, hier, on t'a fait sortir, même tu sors que non, ils ont déplacé jet privé en Côte d'Ivoire pour venir te chercher. Et puis il y a les gens qui croient à ça. Prenez les gens au sérieux. À quoi de temps on va déplacer avion présidentiel en Côte? Ah, toi aussi. Tu sors, tu accuses les gens là, qu'on va t'attraper à quoi de quoi. Il y a les gens même qui sont en France, qui insultent Emmanuel Macron plus que toi, mais on les attrape pas. Il y a les gens même qui sont en France, des Français même qui insultent Emmanuel Macron plus que toi, mais on les attrape pas. Ou bien, tu n'es pas en règle, c'est tout. Maintenant, c'est ça que je dis la fois, ils politisent tout. Voilà. Si Moussik même l'a piqué, même là, il va sortir pour dire non, c'est sorcellerie, on l'a fait. Et puis Moussik est venu le piquer, tu vois, non? Donc restez dans la vérité. Parce que quand tu combats dans la vérité là, tu es toujours libre. Voilà, il n'y a pas honte après. L'avocat même de Gbagbo connaît là. Moi, je... Selon le volubile cyberactiviste Johnny Pacheco, la remise en liberté de son compère propagandiste Souleymane Gbagbo Koné, pilon de la propagande néocolonialiste russe-africaine, ce vendredi 7 mars, aurait été rendue possible grâce à l'intervention directe du président du PDCI-RDA, Tidjane Cham. Ce dernier soutient Johnny Pacheco, aurait usé de son carnet d'adresses pour aboutir à cette libération qui évite à ce farceur au service de l'impérialisme russe une extradition vers la Côte d'Ivoire. Dans cette affaire, Moscou, pour qui travaille en réalité ce pauvre individu sans papier, est resté tout à fait indifférente. Non seulement le malheureux est indésirable chez ses maîtres à penser pour qui il s'égosille jour et nuit, de plus, aucun communiqué en provenance de la Russie n'a été produit en soutien à cette caisse de résonance spectaculaire par son ignorance abyssale. S'il faut que le salut vienne de Tidjane Cham, un homme politique vilipendé comme étant proche de la France, il y a de quoi se poser des questions. Pour l'heure, Vladimir Poutine a d'autres chats à fouetter. Souleymane Gbagbo Koné et ses compères peuvent continuer à lui vouer leurs âmes sous l'impulsion des valets russes africains de l'AES. Il a d'autres priorités, même s'il faut pour cela les livrer à la vindicte judiciaire des pays qu'ils agressent à longueur de journée, mais qu'ils ne sont pour autant pas prêts à quitter. Famille, ce qui s'est passé avec Richard Kimbel de Mazi au centre de détention, on vous a pas tout dit. Les sons sont en train de sortir un peu. Écoutez, et puis revenez. Il a mangé son caca, il a fait croire, tu sais qu'ils ont fait produire des certificats médicaux, comme quoi il est malade, il est malade psychiatriquement, il doit être suivi. C'est à cause de ça qu'on l'a libéré. Mais avec des conditions. Dis ça là, tu vas être la première et les deux vont sortir bientôt. Il a mangé son caca, tout ça là. Au centre de rétention là. Non mais ça va sortir, reste tranquille, ça va sortir. Il a mangé son caca, il s'est badigeonné de caca. Il a commencé à crier, il a pété les plombs. Donc effectivement ils sont allés, ils ont trouvé qu'il avait un problème psychiatrique. La première fois qu'on devait le rapper, il a fait croire qu'il est fou. Donc c'est ça qui a marché en sa faveur parce qu'on a dit on peut pas renfratiller un fou. Mais non mais ça beaucoup d'Africains font ça, non, toi-même tu connais non. Les soulets de Paris là sont allés avec les gens pour lui dire quoi faire. Il a mangé son caca en public dans le centre de rétention là. Donc quand ils font leur joie là, moi je les regarde, ils ont la chance que je suis pas ivoirien. Non, je suis ivoirien de cœur, non. Non, mais de cœur, c'est ici, il était à la chambre, il était au deuxième étage, chambre 17, au CRA, la centre de rétention administrative là. Il a mangé son caca devant tout le monde.
Dis donc, vous mangez vos caca pour simuler la folie psychiatrique. Non, mais tu vas voir, il a simulé. Et effectivement, ses avocats ont dit ça, qu'il est malade psychiatriquement. C'est pourquoi il dit tout ce qu'il dit là, parce qu'il ne sait pas ce que ça signifie. Donc maintenant, là, il va être suivi. De toute façon, ça doit être écrit dans le dossier quand ça va sortir. Il doit être suivi psychiatriquement parce qu'ils ont dit qu'il est malade. Ça, son avocat a fait semblant de ne pas dire ça. Ah. Ils ont fait semblant de faire croire qu'il est malade psychiatriquement. Donc il est déclaré, oui, donc il est déclaré officiellement. Hein. Tu verras, ça va sortir. Il est déclaré malade psychiatrique, donc il est déclaré fou. Voilà, je t'envoie ça avec tous les éléments. Et puis tu demandes que si c'est faux, que son avocat n'a qu'à sortir pour lire l'intégralité de l'arrêt. Est-ce qu'il ne va pas être suivi par un psychiatre? Il n'a qu'à sortir pour te mentir. Je t'envoie ça. Pour lui dire qu'il a toujours menti. Il a menti aux Ivoiriens depuis 1980. Il nous a menti en venant à Paris avec un manuscrit où il a promis la liberté du peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous avons affaire à un fascisme qui s'exprime à Abidjan. Nous avons affaire à une dictature stalinienne. Quand je vois Laurent Gbagbo passer à l'antenne, au lendemain du 5 décembre 2000, lorsque la candidature de Ouattara, qui est pour moi un agent du FMI et de la Banque mondiale que je combats, quand sa candidature est rejetée, et que je vois un Laurent Gbagbo venir à l'antenne, parce qu'un policier a été tué dans un commissariat à Koumassi, parce qu'un agent du Trésor a été tué à Trècheville, et Gbagbo vient à l'antenne, il lance un appel aux forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, aux militaires, de tirer systématiquement sur tout manifestant. Lorsqu'ils sont en état de légitime défense, le sociologue que je suis me pose la question. Le militaire, le policier et le gendarme qui sont formés pour tuer, à partir de quand se considèrent-ils en état de légitime défense pour éviter de tirer sur des manifestants aux mains nues? Nous avons combattu la dictature en Côte d'Ivoire parce qu'il faut voyer tuer les gens. Depuis 1966, en 1970, il y a eu un génocide. En 1966, il a envoyé l'armée dans le Saoui. Il y a eu des morts. Je ne veux pas rester à Paris. Écouter un homme comme Laurent Gbagbo, qui est venu en 1982 avec un manuscrit de liberté, donner l'ordre de tirer sur les enfants du peuple ivoirien. Je dis à Gbagbo, s'il a un problème avec Ouattara, qu'il arrête Ouattara. S'il a un problème avec Bédié, qu'il l'arrête. S'il a un problème avec n'importe qui l'arrête, mais qui ne donne pas l'ordre à Mangou de tirer sur les enfants du peuple ivoirien. Donc j'ai seulement répondu à Gbagbo pour lui dire qu'il a toujours menti. Faut dire les partisans de Gbagbo. Faut pas dire le peuple. Parce que en 2020 là, vous avez déposé sa candidature, on a invalidé. Vous savez qu'il était en Belgique, non? Mais vous avez déposé. Vous avez créé CNT là. C'est parti où? Quand tu dis nous on compte sur quoi? C'est nous qui te posons la question, tu comptes sur quoi pour dire que Gbagbo sera candidat? Parce qu'il n'est pas encore candidat à quelques mois des élections. C'est nous qui te posons la question. Nous on est serein. On dit, Ouattara ne va pas l'amnistier. Le Parlement aussi là, vous êtes minoritaire. Donc vous comptez sur quoi? Et puis vous avez écouté, on va faire d'abord les voies légales. Et puis après, on verra. C'est-à-dire que, je vous ai dit, c'est la rue. Mais vous pensez que Alassane Ouattara va vous laisser détruire tout ce qu'il a fait en 14 ans là? Vous allez sortir, vous allez... Toi-même là, on ne va pas te voir. Toi, en 2025 là, je suis sûr que tu ne seras pas dans la rue. En fait, vous êtes des guerriers virtuels. Vous allez gonfler vos muscles. Quand on va dire paix, on ne va pas vous voir. Faut pas amener les petits frères à l'abattoir. Parce que toi-même là, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas sortir. Non, aucune armée ne que le peuple. Qui t'a dit que le peuple va se le gonne Ouattara? Le peuple t'a dit qu'il ne veut plus de Ouattara? À part vous, les quelques gars frustrés là. Toi, tu as entendu le peuple sortir pour dire qu'on ne veut plus de Alassane Ouattara? Nous qui parlons là. Tu as demandé aux populations du Nord, au Djéné, Béléban, Korogo, Boaké, tu as demandé leur avis. Ils t'ont dit qu'ils sont avec toi dans ton affaire, le peuple là. C'est une motion ou bien tu veux me répondre? Ou bien tu veux développer? Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. 89-17. Ferme ton micro. Quand je parle, tu fermes ton micro. Quand tu parlais, j'ai ouvert ma ligne, j'ai fermé. Donc tu te tais. Tu peux te calmer. Tu as parlé à nos parents du Nord là. Moi, mes parents de Djéné, eux sont dans ton peuple là. Korogo, ils sont dans ton peuple. Ou bien pour vous, le peuple là, le Nord n'est pas dedans. Le Nord là, le Nord sera tout derrière Alassane Ouattara. Comme le Nord a toujours été, depuis qu'il est sur la scène politique là, le Nord a toujours été derrière lui. Donc, il faut enlever tout le Nord dedans. Donc, ton peuple là, c'est votre groupuscule de PPACI là. Enlève le pro-Simone dedans. Tu es en train de te marginaliser toi-même. Moi, je n'ai pas fait de différence. Ferme ton micro! Tu es en train de te marginaliser toi-même.
Pause publicitaire. 89-17. Ils ont pris 500 millions dans main de Gbagbo à la dernière minute. Zachary a pris 500 millions. S'il te plaît. Quand je parle, tu fermes ton micro. Tu parles de quel peuple? C'est ce que j'ai dit. Enlève le nord dedans. Parce que nous, on va pas sortir. C'est ce que je suis en train de dire. Toi, tu viens du nord pour savoir ce que le nord pense de Ouattara. Toi, tu viens de Djéné. Toi, tu viens de Gorogo. Tu viens de Feke. Tu viens de Bundjali. Séguéla. Tu viens de Bouaké. Toi, tu as vu Bouaké. Tu as vu Bouaké aujourd'hui. Faut venir à Bouaké faire le micro-trottoir. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Tu as vu les vues de l'intérieur? Tu penses qu'ils sont prêts à sortir? Que non, on va sortir. C'est vous là. C'est vous seulement. PPACI. Sinon là, les Ivoiriens de la grande majorité ne vont pas vous suivre. Mais un exemple, Lucas, et puis je conclue. Lucas, en septembre là, ils ont voulu profiter. On dit marche contre la vie chère. Chose bizarre, c'est le secrétaire général du PPACI qui était secrétaire général adjoint, chargé de la mobilisation, M. Rodel. C'est lui qui est la figure de proue de la marche. Il y a combien de personnes dans la rue? Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, pourquoi les docteurs ne sont pas au chômage là-bas? Et que c'est chez nous, ils sont au chômage. Pourquoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. En France, il n'y a pas d'association de docteurs au chômage. C'est-à-dire que les docteurs ont un travail. Mais nous, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore un siècle d'indépendance. Et déjà là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Je considère que c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Gbagbo, c'est un autre level. En matière de division africaine, c'est un autre level. À l'époque, en Côte d'Ivoire, il vaut mieux te promener avec 17 Kalachnikov, plus 2 tonnes de drogue, que d'être un Burkinabé. Ça, c'est du panafricanisme. Est-ce que ça, c'est du panafricanisme? Tu vas te promener en tant que Burkinabé en Côte d'Ivoire. Quand on te voit, non, il faut commencer à fouiller. Tu vas détailler. Donc, arrêtons ça. Sortons de vos histoires de panafricanisme. Vous avez eu la chance de gouverner le pays. Vous l'avez mal gouverné. Vous avez créé le désordre. Vous avez donné priorité à l'article, je ne sais pas c'était combien, 325 ou 125. Il faut reconnaître que le prix du carburant est vraiment très bas. C'est 125. Et vous vous retrouvez à 125, voilà. À brûler des Burkinabés, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vous-même vous associez à l'Est. La dernière fois, j'ai discuté avec un gars, il était en train de me raconter sa vie. Toi, depuis quand tu connais Aïs, même historiquement, même les autres, même ceux qui sont pro-Ouattara, ce qu'on les reprochait, c'est d'être proche des pays de l'AES. On les reprochait d'avoir sauvé et couvert des citoyens d'AES. Et ça, c'est vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de conseiller les mêmes gars de l'AES qui sont en train, par ingratitude, de les insulter. Et vous, par miracle, vous êtes devenus des sauveurs. C'est le même miracle qui a conduit un voyou comme Tiani, à 67 ans, juste parce qu'on lui a demandé d'aller à retraite, il devient subitement panafricain. Le panafricanisme ne va pas être une potion magique. Lorsque les dignitaires de ceux qui sont au pouvoir arrivent, on voit des chefs qui se déplacent. Mais lorsqu'il s'agit des envoyés de Laurent Gbagbo, il y a des chefs qui prétendent qu'ils ne font pas la politique, qui ne viennent pas. Mais lorsque nous venons
pour annoncer un message du président Laurent Gbagbo que des chefs de village, des chefs de communauté viennent pour écouter. Nous devons les saluer, leur dire merci d'être venus, parce qu'un père qui a plusieurs enfants va au rendez-vous de tous ses enfants. Un chef est le père de famille. Il a plusieurs enfants qui sont dehors, qui se battent pour montrer l'un et l'autre qui peut diriger le village. Il appartient au chef d'être là lorsque chacun des enfants l'appelle pour assister à une cérémonie. Nous avons fait un atelier, 2 ateliers, un en 2021 et un autre en 2022. Ces ateliers avaient pour but de s'asseoir. Tous les partis politiques, 21 partis politiques, ont participé à cet atelier. L'administration concernée par les élections était représentée. Les ONG, les organisations de la société civile aussi étaient conviées. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine étaient conviées aussi. Donc toutes les parties prenantes intéressées de loin ou de près à la question électorale en Côte d'Ivoire. Le but, c'était quoi? C'était justement de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2020-2021, corriger ce qui n'a pas été et trouver un consensus sur la façon de conduire les choses désormais. À cet atelier, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites parce qu'il avait été expliqué par la commission électorale d'une façon pratique, pragmatique, la difficulté à pouvoir faire une élection tous les 2 ans, tous les ans. Et c'est vrai que les budgets sont disponibles, mais une chose est d'avoir les budgets disponibles et une autre en est de pouvoir de façon pratique, sur le terrain, faire cette révision de la liste électorale. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez y aller en même temps. Hein? Oui, j'expliquerai. Donc, nous sommes arrivés à un accord sur le principe que la commission électorale ne ferait la révision que tous les 2 ans. Il y a même eu une recommandation. J'ai les documents ici que je vais vous laisser si vous voulez, parce qu'il y a le rapport de cet atelier, de ces 2 ateliers, signé par les représentants de tous les partis, les 21 partis qui étaient à cet atelier, qui étaient d'accord sur le principe, premier principe, pas de révision annuelle. Et il a même été proposé de préparer un texte à soumettre au gouvernement dans le sens de modifier la loi, puisqu'il s'agit d'une loi, pour que la révision se fasse tous les 2 ans. Cette décision, tous les partis présents y ont adhéré. Date de quand, s'il vous plaît? Ce n'est pas... Je vais vous donner les documents. Non, juste la date. Non, des ateliers. Voilà les rapports des ateliers. Le premier a eu lieu à Yamoussoukro, du 23 au 24 juin. Je peux vous donner lecture de tous les partis de 2021. Je vous ai dit, le PPAC n'était pas la CEI. Pardon? Le PPAC n'était pas tous la les partis présents étaient... voilà, oui, les 21 partis, le PPAC n'était pas. Effectivement, il y avait... Fabrice, on la laisse terminer. Ça ne vous engage pas. Oui. Par contre, un atelier a été fait, oui, un autre atelier en 2023, sur le même sujet. Sur le même sujet, vous n'étiez pas là? Non plus. Non plus. PPACI, M. Crisois Olivier. Et cet atelier... À quelle date? Je vais vous donner la date tout de suite. Du 21 au 23 septembre 2002, au Golden Palace... 2022, vous voulez dire? 2022, pardon, au Golden Palace de Grand Bassam. Et ce que vous dites, parce que je veux qu'on soit clair, le document que vous tenez en main, qui est la résultante de l'atelier, dit que tous les participants à cet atelier sont d'accord pour que la révision de la liste électorale se fasse tous les 2 ans. C'est ce que vous me dites. C'est ça. Le document que vous tenez en main, signé par M. Crisois. C'est bien ça. Parce qu'il faut savoir que le document que nous tenons de 2022 fait suite à la réunion qui a eu lieu du 23 au 24 juin 2021. Vous n'y étiez pas, certes, en 2021, mais vous étiez en 2022
Et le document de la réunion de 2022 a repris les recommandations de l'atelier de 2021. D'accord. Donc, finissez et puis on pourra répondre. OK. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette décision a été prise par toutes les parties prenantes avec documents à l'appui que je peux vous laisser avec la liste des organes ayant participé. D'accord. On va reprendre le pouvoir, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. Un frère. Les frères, c'est des conneries. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. C'est pas possible. Le combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé pour les cyberactivistes. Qu'un des tout maudits de votre région ne va pas faire autre chose que PDCI, RDA. C'est autour de vous qu'on doit se rassembler. C'est vous qui savez le totem du fétiche. Quelqu'un qui est ici, qui oublie le PDCI, RDA, il se comporte comme un enfant adultérin. Oh, les Baoulés ne sont pas adultères. Donc le rassemblement, c'est la première condition pour le combat. Donc aujourd'hui là, on a la chance. C'est au fond Boaïn qui s'est incarné en Tidiane Thiam. Jean-Louis Billon a été libéré de son allégeance à la France depuis le 7 mars 2025. Le 7 février et le 7 mars 2025, ça a bougé au PDCI RDA. Pour respecter l'article 55 de la Constitution ivoirienne, tout candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement ivoirien. Écoutons le professeur Ouaga Obou. D'accord. Alors, je vais revenir sur cet article 55-là pour que cela soit clair dans l'esprit de tous les téléspectateurs. Le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine, n'est-ce pas? C'est ça. Ça signifie, excusez-moi, ça signifie que si vous avez aussi, vous avez la nationalité ivoirienne, que vous êtes ivoirien de naissance, mais vous avez une autre nationalité, au moment de vous présenter, il faut renoncer à cette nationalité. Il faut renoncer à cette nationalité. Vous renoncez à cette nationalité et vous devenez donc exclusivement ivoirien. Alors nous tirons. Jean-Louis Billon devait renoncer à sa nationalité française acquise par filiation. C'est-à-dire qu'à sa naissance, ses parents lui ont donné la nationalité ivoirienne et la nationalité française. Il est donc dans le cas de la double nationalité subie. Jean-Louis Billon n'a jamais été frappé par l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire, car il n'a pas acquis la nationalité française par naturalisation, ni à sa demande, ni pour ses mérites. Il était français par filiation. Il est donc resté ivoirien et à présent, il est exclusivement ivoirien. Quelques détails à présent sur cette procédure de la perte volontaire de la nationalité française. Vous pouvez demander l'autorisation de perdre la nationalité française si vous remplissez les conditions suivantes. Justifier de votre nationalité française, justifier d'une autre nationalité, justifier d'une nationalité étrangère à la date de votre demande. Avoir la capacité juridique. Cette procédure est aussi appelée libération des liens d'allégeance envers la France. Attention, attention, si un Ivoirien a été naturalisé français à sa demande ou pour ses mérites, à l'âge de 25 ans, en tout cas majeur, il a perdu la nationalité ivoirienne 15 ans après cette naturalisation. Comment va-t-il justifier aux autorités françaises qu'il possède la nationalité ivoirienne? Il ne la possède plus. La grande question est que la France ne peut pas le libérer de sa nationalité française pour ne pas qu'il soit apatride. Ou alors, pour son dossier, il a peut-être introduit une autre nationalité. Car son éventuel passeport ivoirien, sa carte d'identité nationale et son certificat de nationalité ivoirienne
lui ont été délivrés alors qu'il n'y avait pas droit. Il est inscrit sur les listes électorales de Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a pas droit. En 2011, le cas de M. Tioté a été tranché par le Conseil constitutionnel, alors présidé par le professeur Francis Vaudier. Le Conseil constitutionnel a statué. M. Tioté, en prenant la nationalité française, a perdu sa nationalité ivoirienne au nom de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté la candidature de M. Tioté parce qu'il n'était plus ivoirien et il a été retiré des listes électorales. Celui qui se sent de taille allait remettre en cause une décision du Conseil constitutionnel présidé par le professeur Vaudier, libre à lui. Que va-t-il se passer pour le président du PDCI RDA? Voilà le contentieux sur la liste électorale qui va s'ouvrir dès le 22 mars 2025. Les jours qui viennent seront déterminants pour le président du PDCI RDA. Quant à Jean-Louis Billon, lui, il est libéré depuis le 7 mars 2025. Papa Nadumba Det, regardez la voix de la côtière. Regarde à ton temps, regardez avant comment c'était. Et regardez au temps d'Alassane Ouattara, comment la voix de la côtière est devenue. Est-ce que ce n'est pas un soulagement pour la population? Dans le passé, les braquages, les coupés de route. Dans le passé, les tonneaux, les voitures tombaient. Regardez comment c'était avant. Et regardez aujourd'hui, la voix de la côtière. Avant l'enfer sur terre, aujourd'hui le paradis pour la population. Le président Alassane Ouattara ne passe pas sur cette voie. Mais pour l'amour pour la population, pour l'amour pour la Côte d'Ivoire, regardez comment la voix de la côtière est devenue. Merci Papa Ado. Pardon, sois le candidat des Ivoiriens conscients en 2025 là. Donne toujours le meilleur de vous. Pardonnez Papa Ado. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Voilà, c'est la pose du rail. Hein. Voici la machine là. C'est la machine, on appelle ça machine Scorpion. Pose du rail du métro. Les travaux du métro d'Abidjan. Vous voyez non? Ça qu'elle a pas un moment. Il n'y a pas de deuil dedans. Ça qu'elle a. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne Mr. B pour voir la suite. Ouais. Partagez cette vidéo au maximum. Au maximum. Voilà. Tranquillement, tranquille. Le métro d'Abidjan. C'est ça qui est là. Les travaux continuent tranquillement à Adjamé. Voilà. Voilà ça ici. Zo dans le carton. Merci. Public du langage vérité. Nous sommes encore sur un énième ouvrage extraordinaire qu'a pu réaliser le président de la République. Le monsieur arrive en 2011 et il s'est dit que, attention, le Carrefour Akwaba est la porte d'entrée et de sortie de la Côte d'Ivoire par voie aérienne. Mais il y a tout le temps des embouteillages à ce point culminant de la ville d'Abidjan, précisément dans la zone sud d'Abidjan. Le monsieur donc donne instruction pour que ici soit réalisé aujourd'hui, comme vous le voyez maintenant en image, un ouvrage extraordinaire. L'ouvrage principal sur lequel nous sommes en ce moment, c'est un pont d'une longueur totale de 395,40 mètres. 395,40 mètres qui jouxte le nouveau camp Ouattara Thomas Dakin, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Qui jouxte quoi? L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes donc sur la rue Atlantique Caraïbes. Qui jouxte quoi? La commune de Port-Boué. Et sur quel axe? Sur l'axe, n'est-ce pas, Félix Houphouët-Boigny, qui était hier l'axe Valéry Giscard d'Estaing. Mais un bon panafricaniste et un homme de parole et d'action, il préfère ne pas dire, mais il préfère faire. Ce boulevard hier qui s'appelait VGE, Valéry Giscard d'Estaing, s'appelle aujourd'hui Félix Houphouët-Boigny. Et sur ce boulevard,
on a cette belle œuvre architecturale, cette belle œuvre des travaux publics, notamment l'échangeur du Carrefour à Kwaba. Vraiment, aujourd'hui, je ne veux pas long ce qui est court. Simplement féliciter ce grand artisan du développement en Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu, suivez-moi. Suivez-moi. Vous voyez là-bas au bout, comme vous le voyez sur l'image du drone, c'est la statue à Kwaba. Parce que beaucoup s'inquiétaient. Non, ils ont détruit la statue à Kwaba. Non. Le président de la République a instruit que cette statue, qui était plutôt en miniature, soit multipliée par 5. C'est une statue plus grande, plus affirmée, avec les mêmes caractéristiques, avec la même créativité, qui dira désormais à tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, à quoi bas chez nous en Côte d'Ivoire, à quoi bas pour le développement, à quoi bas encore pour le président de la République, qui encore, nous souhaitons, puisse encore conduire ce pays 5 ans encore. Merci, Monsieur le Président. En langage vérité. Ce panel, initié pour décrypter les 15 années de gouvernance du président Alassane Ouattara, est à mettre à l'actif de la cellule de veille stratégique du parti. Nous observons dans le microcosme politique ivoirien que les adversaires du RHDP ont décidé de privilégier comme point prioritaire du débat la manipulation, la récupération de l'émotion populaire et l'exacerbation des faits divers. Il faut comprendre par cette posture de l'opposition sa volonté affichée et affirmée de sortir le débat politique ivoirien d'un niveau supérieur, constructif, intellectuel et scientifique, afin de le placer à un niveau inférieur, personnel, nocif, passionné et déraisonné. En coulisses, les réseaux mafieux au service de l'impérialisme russe en Afrique alimentent une filière esclavagiste pernicieuse et surtout humiliante pour la femme africaine. Lancé en août 2023, le programme Alabouga Start, présenté sur les réseaux sociaux comme une opportunité socio-professionnelle pour les femmes africaines, s'avère en réalité une arnaque incroyablement réductrice. Elles sont nombreuses, ces Africaines qui mordent à l'appât. Pour un salaire mensuel oscillant entre 500 et 700 $, une formation professionnelle dans les domaines de la restauration, de l'hôtellerie, du transport routier, le tout ajouté à une prise en charge du logement et du billet d'avion, il y a de quoi exalter l'attractivité de la coopération russe. Malheureusement, le revers de la médaille est ahurissant. Une fois sur place révèle une enquête, ces Africaines, parmi lesquelles probablement des Ivoiriennes, sont envoyées dans des usines de fabrication de drones Shahed et autres armements utilisés par Moscou dans sa guerre d'agression impérialiste contre l'Ukraine. Ainsi, apprend-on, la société Alabouga a signé début 2023 un contrat d'1,75 milliard $ avec l'Iran pour un transfert de technologie permettant la construction de 6000 drones de type Shahed d'ici à septembre 2025, ce qui l'a obligé à tripler son volume de production. La main-d'œuvre russe étant insuffisante, ce sont ces ressortissantes africaines qui sont commises à combler ce déficit de personnel dans des conditions tout à fait esclavagisantes. Contrairement aux promesses mirobolantes vendues sur les réseaux sociaux, les coûts liés à leurs arrivées sur le territoire russe, billets d'avion, logements, frais médicaux, cours de russe et autres, sont systématiquement déduits de leur salaire déjà minable. Cette exploitation de la femme africaine, réduite en esclavage dans une indifférence totale et dans un climat marqué par le racisme ambiant, fait honte et devrait faire réagir nos élites. Babo connaît là. Moi je sais pas c'est quel nom le gars là même cherche. Je sais pas c'est quel nom il veut chercher. Je comprends même pas le gars. Toi tu es sorti hier ici pour dire que Suleiman Babo connaît a été acquitté de toutes ses charges, qu'il a été blanchi, qu'il a été lavé avec homo, tous ses péchés judiciaires sont tombés. Aujourd'hui encore tu sors pour dire non, il fait l'objet des recherches. Bon, en réalité là-haut, toi tu nous prends pour des cons. Hier là même là, moi je savais que tu mentais. Mais si tu sors pour faire vidéo, les gens vont commencer, oh, moi je sais que c'est mensonge. Voilà. 1000 € qu'on l'a donné là, c'est parce que les gars là, c'est la procédure normale qui est là. Parce qu'il a un OQTF, obligation de quitter le territoire français.
Est-ce que vous comprenez? Quand on dit ça, les gens disent non, pourquoi ils ne quittent pas la France? Quand on te donne ça là, tu ne peux plus aller dans un pays européen. Forcé, tu dois venir en Afrique. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Donc les 1000 euros, et puis on a dit qu'il doit se présenter 3 fois au commissariat. Par jour, 3 fois par jour. Donc les 1000 euros qu'on l'a donné là, bon, c'est pour que lui aussi il puisse manger un peu, pour que chaque jour il puisse marcher pour venir au commissariat. C'est la procédure, non, c'est pas de dédommagement, on peut pas dédommager. 1000 euros c'est quoi? Nous même là on n'est rien, on n'a pas l'argent, mais 1000 euros c'est quoi? Ça peut dédommager quoi? Hein? Maintenant vous sortez, vous mentez aux gens, Le gars là aussi il est sorti hier, au lieu de rester tranquille dans son coin, qu'on a pris jet privé en Côte d'Ivoire pour venir le rechercher. Ah, champion. À quoi de temps on va envoyer on va déplacer jet privé, mettre kérosène pour... Ah, pardon. Faut pas nous prendre pour des enfants. Tu sors, non, il y a les trucs terroristes là, il y a les quoi. Tu es sorti là-haut, faut te taire. Tu te tais. Bah, si tu es dans le problème là, ils vont te laisser où? C'est pourquoi dans une vidéo la fois passée, je le redis et je répète. Souleymane Gbagbo connaît sa personne, j'aime sa personne. Mais wallahi, ses opinions, j'aime pas ses opinions parce que tout ce qu'il dit c'est faux. C'est du mensonge. Regardez hier, on t'a fait sortir même tu sors que non, ils ont déplacé guet privé en Côte d'Ivoire pour venir te chercher. Et puis il y a les gens qui croient à ça. Prenez les gens au sérieux. À quoi de temps on va déplacer avion présidentiel en Côte? Ah, toi aussi. Tu sors, tu accuses les gens là, qu'on va t'attraper à quoi de quoi. Il y a les gens même qui sont en France, qui insultent Emmanuel Macron plus que toi, mais on les attrape pas. Il y a les gens même qui sont en France, des Français même qui insultent Emmanuel Macron plus que toi, mais on les attrape pas. Ou bien, tu n'es pas en règle, c'est tout. Maintenant, c'est ça que je dis la fois, ils politisent tout. Voilà. Si Moussik même l'a piqué, même là, il va sortir pour dire non, c'est sorcellerie, on l'a fait. Et puis Moussik est venu le piquer, tu vois, non? Donc restez dans la vérité. Parce que quand tu combats dans la vérité là, tu es toujours libre. Voilà, il n'y a pas honte après. L'avocat même de Gbagbo connaît là. Moi, Selon le volubile cyberactiviste Johnny Pacheco, la remise en liberté de son compère propagandiste Souleymane Gbagbo Koné, pillon de la propagande néocolonialiste russe-africaine, ce vendredi 7 mars, aurait été rendue possible grâce à l'intervention directe du président du PDCI RDA, Tidjane Cham. Ce dernier soutient Johnny Pacheco, aurait usé de son carnet d'adresses pour aboutir à cette libération qui évite à ce farceur au service de l'impérialisme russe une extradition vers la Côte d'Ivoire. Dans cette affaire, Moscou, pour qui travaille en réalité ce pauvre individu sans papier, est resté tout à fait indifférente. Non seulement le malheureux est indésirable chez ses maîtres à penser pour qui il s'égosille jour et nuit, de plus, aucun communiqué en provenance de la Russie n'a été produit en soutien à cette caisse de résonance spectaculaire par son ignorance abyssale. S'il faut que le salut vienne de Tidjane Cham, un homme politique vilipendé comme étant proche de la France, il y a de quoi se poser des questions. Pour l'heure, Vladimir Poutine a d'autres chats à fouetter. Souleymane Gbagbo Koné et ses compères peuvent continuer à lui vouer leurs âmes sous l'impulsion des valets russes africains de l'AES. Il a d'autres priorités, même s'il faut pour cela les livrer à la vindicte judiciaire des pays qu'ils agressent à longueur de journée, mais qu'ils ne sont pour autant pas prêts à quitter. Famille, ce qui s'est passé avec Richard Campbell de Mazi, au sein de détention, on vous a pas tout dit. Les sons sont en train de sortir un peu. Écoutez, et puis revenez. Il a mangé son caca, il a fait croire, tu sais qu'ils ont fait produire des certificats médicaux, comme quoi il est malade, il est malade psychiatriquement, il doit être suivi. C'est à cause de ça qu'on l'a libéré. Mais avec des conditions. Dis ça là, tu vas être la première et les docs vont sortir bientôt. Il a mangé son caca, tout ça là. Au centre de rétention là. Non mais ça va sortir, reste tranquille, ça va sortir. Il a mangé son caca, il s'est badigeonné de caca. Il a commencé à crier, il a pété les plombs. Donc effectivement ils sont allés, ils ont trouvé qu'il avait un problème psychiatrique. La première fois qu'on devait le rapper, il croit qu'il est fou. Donc c'est ça qui a marché en sa faveur parce qu'on a dit on peut pas renfratiller un fou. Mais non mais ça beaucoup d'Africains font ça, non, toi-même tu connais non. Les soulets de Paris là sont allés avec les gens pour lui dire quoi faire. Il a mangé son caca en public dans le centre de rétention là.
Donc quand ils font leur joie là, moi je les regarde, je dis, ils ont la chance que je ne suis pas ivoirien. Je dis, non, je suis ivoirien de cœur, non. Non, mais de cœur, c'est ici, il était à la chambre, il était au deuxième étage, chambre 17, au CRA, la centre de rétention administrative. Là. Il a mangé son caca devant tout le monde. Et donc vous mangez vos caca pour simuler la folie psychiatrique. Non, mais tu vas voir, il a simulé, effectivement, ses avocats ont dit ça, qu'il est malade psychiatriquement, c'est pourquoi il dit tout ce qu'il dit là, parce qu'il ne sait pas ce que ça signifie. Donc maintenant, là, il va être suivi. De toute façon, ça doit être écrit dans le dossier, quand ça va sortir. Il doit être suivi psychiatriquement, parce qu'ils ont dit qu'il est malade. Ça, son avocat a fait semblant de ne pas dire ça. Ah. Ils ont fait semblant de faire croire qu'il est malade psychiatriquement. Donc il est déclaré, oui, donc il est déclaré officiellement. Hein. Tu verras, ça va sortir. Il est déclaré malade psychiatrique, donc il est déclaré fou. Voilà, je t'envoie ça avec tous les éléments. Et puis tu demandes que si c'est faux, que son avocat n'a qu'à sortir pour lire l'intégralité de l'arrêt. Est-ce qu'il ne va pas être suivi par un psychiatre? Il n'a qu'à sortir pour te mentir. Je t'envoie ça. Pour lui dire qu'il a toujours menti. Il a menti aux Ivoiriens depuis 1980. Il nous a menti en venant à Paris avec un manuscrit où il a promis la liberté du peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous avons affaire à un fascisme qui s'exprime à Abidjan. Nous avons affaire à une dictature stalinienne. Quand je vois Laurent Gbagbo passer à l'antenne, au lendemain du 5 décembre 2000, lorsque la candidature de Ouattara, qui est pour moi un agent du FMI et de la Banque mondiale que je combats, quand sa candidature est rejetée, et que je vois un Laurent Gbagbo venir à l'antenne, parce qu'un policier a été tué dans un commissariat à Koumassi, parce qu'un agent du Trésor a été tué à Trècheville, et Gbagbo vient à l'antenne, il lance un appel aux forces de l'ordre, aux gendarmes, aux policiers, aux militaires, de tirer systématiquement sur tout manifestant. Lorsqu'ils sont en état de légitime défense, le sociologue que je suis me pose la question. Le militaire, le policier et le gendarme qui sont formés pour tuer, à partir de quand se considèrent-ils en état de légitime défense pour éviter de tirer sur des manifestants aux mains nues? Nous avons combattu la dictature en Côte d'Ivoire parce qu'il faut tuer les gens. Depuis 1966, en 1970, il y a eu un génocide. En 1966, il a envoyé l'armée dans le sang, oui. Il y a eu des morts. Je ne veux pas rester à Paris. Écouter un homme comme Laurent Gbagbo, qui est venu en 82 avec un manuscrit de liberté, donner l'ordre de tirer sur les enfants du peuple ivoirien. Je dis à Gbagbo, s'il a un problème avec Ouattara, qu'il arrête Ouattara. S'il a un problème avec Bédié, qu'il l'arrête. S'il a un problème avec n'importe qui l'arrête, mais qui ne donne pas l'ordre à Mangou de tirer sur les enfants du peuple ivoirien. Donc j'ai seulement répondu à Gbagbo pour lui dire qu'il a toujours menti. Il faut dire les partisans de Gbagbo. Il ne faut pas dire le peuple. Parce que en 2020, là, vous avez déposé sa candidature, on a invalidé. Vous savez qu'il était en Belgique, non? Mais vous avez déposé. Vous avez créé CNT là. C'est parti où? Quand tu dis nous, on compte sur quoi? C'est nous, on te pose la question, tu comptes sur quoi pour dire que Gbagbo sera candidat? Parce qu'il n'est pas encore candidat à quelques mois des élections. C'est nous, on doit te poser la question. Nous, on est serein. On dit, Ouattara ne va pas l'amnistier. Le Parlement aussi là, vous êtes minoritaire. Donc, vous comptez sur quoi? Et puis, vous allez écouter, on va faire d'abord les voies légales, et puis après, on verra. C'est-à-dire que, je vous ai dit, c'est la rue. Mais, vous pensez que Alassane Ouattara va vous laisser détruire tout ce qu'il a fait en 14 ans là? Vous allez sortir, vous allez... Toi-même là, on ne va pas te voir. Toi, en 2025 là, je suis sûr que tu ne seras pas dans la rue. En fait, vous êtes des guerriers virtuels. Vous allez gonfler vos muscles. Quand on va dire paix, on ne va pas vous voir. Faut pas amener les petits frères à l'abattoir. Parce que toi-même là, tu n'as pas sorti. Tu n'as pas sorti. Non, aucune armée ne que le peuple. Qui t'a dit que le peuple va se le gonner Ouattara? Le peuple t'a dit qu'il ne veut plus de Ouattara? À part vous, les quelques gars ficelés là. Toi, tu as entendu le peuple sortir pour dire qu'on ne veut plus de Alassane Ouattara? Nous qui parlons là. Tu as demandé aux populations du Nord, au Djéné, Béléban, Korogo, Boaké, tu as demandé leur avis. Ils t'ont dit qu'ils sont avec toi dans ton affaire, le peuple là. C'est une motion ou bien tu veux me répondre? Ou bien tu veux développer? Ferme ton micro. Faut fermer ton micro. 89-17. Ferme ton micro. Quand je parle, tu fermes ton micro. Quand tu parlais, j'ai ouvert ma ligne, j'ai fermé. Donc tu te tais. Tu peux te calmer. Tu as parlé à nos parents du Nord là. Moi, mes parents de Djéné, eux sont dans ton peuple là. Korogo, ils sont dans ton peuple. Ou bien pour vous, le peuple là, le Nord n'est pas dedans. Le Nord là,
le Nord sera tout derrière Alassane Ouattara. Comme le Nord a toujours été, depuis qu'il est sur la scène politique là, le Nord a toujours été derrière lui. Donc, il faut enlever tout le Nord dedans. Donc, ton peuple là, c'est votre groupuscule de PPACI là. Enlève le pro-Simone dedans. Tu es en train de te marginaliser toi-même. Moi, je n'ai pas fait de différence. Tu es en train de te marginaliser toi-même. Pause publicitaire. 99-17. Ils ont pris 500 millions dans main de Gbagbo à la dernière minute. Zakari a pris 500 millions. S'il te plaît. Quand je parle, tu fermes ton micro. Tu parles de quel peuple? C'est ce que j'ai dit. Enlève le Nord dedans. Parce que nous on va pas sortir. C'est ce que je suis en train de dire. Toi, tu viens du Nord pour savoir ce que le Nord pense de Ouattara. Toi, tu viens de Djéné. Toi, tu viens de Gorogo. Tu viens de Feke. Tu viens de Bundjali. Segela. Tu viens de Bouaké. Toi, tu as vu Bouaké. Tu as vu Bouaké aujourd'hui. Faut venir à Bouaké faire micro-trottoir. Tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Tu as vu les vues de l'intérieur? Tu penses qu'ils sont prêts à sortir? Que non, on va sortir. C'est vous là. C'est vous seulement. PPACI. Sinon là, les citoyens de la grande majorité ne vont pas vous suivre. Mais un exemple, Lucas, et puis je conclue. Lucas, en septembre là, ils ont voulu profiter. On dit marche contre la vie chère. Chose bizarre, c'est le secrétaire général du PPACI qui était secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation, M. Rodel. C'est lui qui est la figure de proue de la marche. Il y a combien de personnes dans la rue? Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée la richesse. Il faut que l'État existe. Mais ce n'est pas lui qui crée la richesse. Ce n'est pas lui qui crée les emplois. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, pourquoi les docteurs ne sont pas au chômage là-bas? Et que c'est chez nous, ils sont au chômage. Pourquoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. En France, il n'y a pas d'association de docteurs au chômage. C'est-à-dire que les docteurs ont un travail. Mais nous, on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore un siècle d'indépendance. Et déjà là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est lui qui veut trouver un travail de fonctionnaire aujourd'hui. Il n'y en a plus. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Je considère que c'est un scandale. Je considère que c'est un scandale. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. Même les fonctionnaires qui sont là, on va diminuer le nombre. Parce qu'il y a déjà trop de fonctionnaires. De toute façon, nous sommes 20 millions aujourd'hui. Le gouvernement ne peut pas embaucher 20 millions de personnes. Gbagbo, c'est un autre level. En matière de division africaine, c'est un autre level. À l'époque, en Côte d'Ivoire, il vaut mieux te promener avec 17 Kalachnikov, plus 2 tonnes de drogue, que d'être un Burkinabé. Ça, c'est du panafricanisme. Est-ce que ça, c'est du panafricanisme? Tu vas te promener en tant que Burkinabé en Côte d'Ivoire. Quand on te voit, non, il faut commencer à fuir. Tu vas détailler. Donc, arrêtons ça. Sortons de vos histoires de panafricanisme. Vous avez eu la chance de gouverner le pays. Vous l'avez mal gouverné. Vous avez créé le désordre. Vous avez donné priorité à l'article, je ne sais pas c'était combien, 325 ou 125. Il faut reconnaître que le prix du carburant est vraiment très bas. C'est 125. Et vous vous retrouvez à 125, voilà. À brûler des Burkinabés, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est vous-même vous vous associez à l'aide. La dernière fois, j'ai discuté avec un gars, il était en train de me raconter sa vie. Toi, depuis quand tu connais Aïs, même historiquement, même les autres, même ceux qui sont pro-Ouattara, ce qu'on les reprochait, c'est d'être proche des pays de l'AS. On les reprochait d'avoir sauvé et couvert des citoyens d'AS. Et ça, c'est vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de conseiller les mêmes gars de l'AS qui sont en train, par ingratitude, de les insulter. Et vous, par miracle, vous êtes devenus des sauveurs. C'est le même miracle qui a conduit un voyou comme Tiani, à 67 ans, juste parce qu'on lui a demandé d'aller en retraite, il devient subitement panafricain. Le panafricanisme ne va pas être une potion magique. Je pense que
des dignitaires, de ceux qui sont au pouvoir arrivent, on voit des chefs qui se déplacent. Mais lorsqu'il s'agit des envoyés de Laurent Gbagbo, il y a des chefs qui prétendent qu'ils ne font pas la politique, qui ne viennent pas. Mais lorsque nous venons pour annoncer un message du président Laurent Gbagbo, que des chefs de village, des chefs de communauté viennent pour écouter, nous devons les saluer, leur dire merci d'être venus, parce qu'un père qui a plusieurs enfants va au rendez-vous de tous ses enfants. Un chef est le père de famille. Il a plusieurs enfants qui sont dehors, qui se battent pour montrer l'un et l'autre qui peut diriger le village. Il appartient au chef d'être là lorsque chacun des enfants l'appelle pour assister à une cérémonie. Nous avons fait un atelier, 2 ateliers, un en 2021 et un autre en 2022. Ces ateliers avaient pour but de s'asseoir. Tous les partis politiques, 21 partis politiques, ont participé à cet atelier. L'administration concernée par les élections était représentée. Les ONG, les organisations de la société civile aussi étaient conviées. La CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine étaient conviées aussi. Donc toutes les parties prenantes intéressées de loin ou de près à la question électorale en Côte d'Ivoire. Le but, c'était quoi? C'était justement de tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2020-2021, corriger ce qui n'a pas été et trouver un consensus sur la façon de conduire les choses désormais. À cet atelier, il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites. Parce qu'il avait été expliqué par la commission électorale d'une façon pratique, pragmatique, la difficulté à pouvoir faire une élection tous les 2 ans, tous les ans. Et c'est vrai que les budgets sont disponibles. Mais une chose est d'avoir les budgets disponibles et une autre en est de pouvoir de façon pratique sur le terrain faire cette révision de la liste électorale. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Vous pouvez y aller en même temps. Hein? Oui, j'expliquerai. Donc, nous sommes arrivés à un accord sur le principe que la commission électorale ne ferait la révision que tous les 2 ans. Il y a même eu une recommandation. J'ai les documents ici que je vais vous laisser si vous voulez, parce qu'il y a le rapport de cet atelier, de ces 2 ateliers, signé par les représentants de tous les partis, les 21 partis qui étaient à cet atelier, qui étaient d'accord sur le principe, premier principe, pas de révision annuelle. Et il a même été proposé de préparer un texte à soumettre au gouvernement dans le sens de modifier la loi, puisqu'il s'agit d'une loi, pour que la révision se fasse tous les 2 ans. Cette décision, tous les partis présents y ont adhéré. Date de quand, s'il vous plaît? Ce n'est pas... Je vais vous donner les documents. Juste la date. Non, des ateliers. Voilà les rapports des ateliers. Le premier a eu lieu à Yamoussoukro, du 23 au 24 juin. Je peux vous donner lecture de tous les partis de 2021. Je vous ai dit, le PPAC n'était pas la CEI. Pardon? Le PPAC n'était pas tous la les partis présents étaient... voilà, oui, les 21 partis, le PPAC n'y était pas. Effectivement, il y avait... Fabrice, on la laisse terminer. Ça ne vous engage pas. Oui. Par contre, un atelier a été fait, un autre atelier en 2023, sur le même sujet. Sur le même sujet, vous n'étiez pas là? Non plus. Non plus. PPACI, M. Crisois Olivier. Et cet atelier... À quelle date? Je vais vous donner la date tout de suite. Du 21 au 23 septembre 2002, au Golden Palace... 2022, vous voulez dire? 2022, pardon, au Golden Palace de Grand Bassam. Et ce que vous dites, parce que je veux qu'on soit clair, le document que vous tenez en main, qui est la résultante de l'atelier, dit que tous les participants à cet atelier sont d'accord pour que la révision de la liste électorale se fasse tous les 2 ans. C'est ce que vous me dites? C'est ça.
Le document que vous tenez en main, signé par M. Crisoa. C'est bien ça. Parce qu'il faut savoir que le document que nous tenons de 2022 fait suite à la réunion qui a eu lieu du 23 au 24 juin 2021. Vous n'y étiez pas, certes, en 2021, mais vous étiez en 2022 et le document de la réunion de 2022 a repris les recommandations de l'atelier de 2021. D'accord. Donc, finissez et puis on pourra répondre. OK. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette décision a été prise par toutes les parties prenantes avec documents à l'appui que je peux vous laisser avec la liste des organes ayant participé. D'accord. Ah, on va reprendre le pouvoir, on va prendre le pouvoir, on va arracher le pouvoir à Ouattara, c'est des conneries. Un frère. Les frères, c'est des conneries. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. 2025, Gbagbo ne viendra pas au pouvoir. C'est pas possible. Le combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé pour les cyberactivistes. Quelqu'un de tout maudit de votre région ne va pas faire autre chose que PDCI, RDA. C'est autour de vous que nous, on doit se rassembler. C'est vous qui savez le totem du fétiche. Quelqu'un qui est ici, qui oublie le PDCI, RDA, il se comporte comme un enfant adultéré. Oh, les Baoulés ne sont pas adultérés. Donc le rassemblement, c'est la première condition pour le combat. Donc aujourd'hui là, on a la chance, c'est au faux Boyen qui s'est incarné en Tidiane Thiam. Jean-Louis Billon a été libéré de son allégeance à la France depuis le 7 mars 2025. Le 7 février et le 7 mars 2025, ça a bougé au PDCI RDA. Pour respecter l'article 55 de la Constitution ivoirienne, tout candidat à l'élection présidentielle doit être exclusivement ivoirien. Écoutons le professeur Ouaga Obou. D'accord. Alors, je vais revenir sur cet article 55-là pour que cela soit clair dans l'esprit de tous les téléspectateurs. Le candidat à la présidentielle doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. Il doit être de père ou de mère ivoirien d'origine, n'est-ce pas? C'est ça. Ça signifie, excusez-moi, ça signifie que si vous avez aussi, vous avez la nationalité ivoirienne, que vous êtes ivoirien de naissance, mais vous avez une autre nationalité, au moment de vous présenter, il faut renoncer à cette nationalité. Il faut renoncer à cette nationalité. Vous renoncez à cette nationalité et vous devenez donc exclusivement ivoirien. Alors nous tirons. Jean-Louis Billon devait renoncer à sa nationalité française acquise par filiation. C'est-à-dire qu'à sa naissance, ses parents lui ont donné la nationalité ivoirienne et la nationalité française. Il est donc dans le cas de la double nationalité subie. Jean-Louis Billon n'a jamais été frappé par l'article 48 du Code de la nationalité en Côte d'Ivoire, car il n'a pas acquis la nationalité française par naturalisation, ni à sa demande, ni pour ses mérites. Il était français par filiation. Il est donc resté ivoirien et à présent, il est exclusivement ivoirien. Quelques détails à présent sur cette procédure de la perte volontaire de la nationalité française. Vous pouvez demander l'autorisation de perdre la nationalité française si vous remplissez les conditions suivantes. Justifier de votre nationalité française, justifier d'une autre nationalité, justifier d'une nationalité étrangère à la date de votre demande. Avoir la capacité juridique. Cette procédure est aussi appelée libération des liens d'allégeance envers la France. Attention, attention, si un Ivoirien a été naturalisé français à sa demande ou pour ses mérites, à l'âge de 25 ans, en tout cas majeur, il a perdu la nationalité ivoirienne 15 ans après cette naturalisation. Comment va-t-il justifier aux autorités françaises qu'il possède la nationalité ivoirienne? Il ne la possède plus. La grande question est que la France
ne peut pas le libérer de sa nationalité française pour ne pas qu'il soit apatride. Ou alors, pour son dossier, il a peut-être introduit une autre nationalité, car son éventuel passeport ivoirien, sa carte d'identité nationale et son certificat de nationalité ivoirienne lui ont été délivrés alors qu'il n'y avait pas droit. Il est inscrit sur les listes électorales de Côte d'Ivoire alors qu'il n'y a pas droit. En 2011, le cas de M. Tioté a été tranché par le Conseil constitutionnel, alors présidé par le professeur Francis Vaudier. Le Conseil constitutionnel a statué. M. Tioté, en prenant la nationalité française, a perdu sa nationalité ivoirienne au nom de l'article 48 du Code de la nationalité ivoirienne. Le Conseil constitutionnel a donc rejeté la candidature de M. Tioté parce qu'il n'était plus ivoirien et il a été retiré des listes électorales. Celui qui se sent de taille allait remettre en cause une décision du Conseil constitutionnel présidé par le professeur Vaudier, libre à lui. Que va-t-il se passer pour le président du PDCI RDA? Voilà le contentieux sur la liste électorale qui va s'ouvrir dès le 22 mars 2025. Les jours qui viennent seront déterminants pour le président du PDCI RDA. Quant à Jean-Louis Billon, lui, il est libéré depuis le 7 mars 2025. Papa Nadumba dette. Regardez la voix de la côtière. Regarde à ton temps. Regardez avant comment c'était. Et regardez au temps d'Alassane Ouattara comment la voix de la côtière est devenue. Est-ce que ce n'est pas un soulagement pour la population? Dans le passé, les braquages, les coupures de route. Dans le passé, les tonneaux, les voitures tombaient. Regardez comment c'était avant. Et regardez aujourd'hui la voie de la côtière. Avant l'enfer sur terre, aujourd'hui le paradis pour la population. Le président Alassane Ouattara même ne passe pas sur cette voie. Mais pour l'amour pour la population, pour l'amour pour la Côte d'Ivoire, regardez comment la voie de la côtière est devenue. Merci Papa Ado. Pardon, sois le candidat des Ivoiriens conscients en 2025 là. Donne toujours le meilleur de vous. Pardonnez Papa Ado. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Voilà, c'est la pose du rail. Hein. Voici la machine là. C'est la machine, on appelle ça la machine Scorpion. Pose du rail du métro. Les travaux du métro d'Abidjan. Vous voyez non? Ça qui est là, pas un moment. Il n'y a pas de deuil dedans. Ça qui est là. Voilà. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne Mr. B pour voir la suite. Ouais. Partagez cette vidéo maximum. Au maximum. Voilà. Tranquillement, tranquille. Le métro d'Abidjan. C'est ça qui est là. Les travaux continuent tranquillement à Adjamé. Voilà. Voilà ça ici. Zo dans le carton. Merci. Public du langage vérité. Nous sommes encore sur un énième ouvrage extraordinaire qu'a pu réaliser le président de la République. Le monsieur arrive en 2011 et il s'est dit que, attention, le Carrefour Akwaba est la porte d'entrée et de sortie de la Côte d'Ivoire par voie aérienne. Mais il y a tout le temps des embouteillages à ce point culminant de la ville d'Abidjan, précisément dans la zone sud d'Abidjan. Le monsieur donc donne instruction pour que ici soit réalisé aujourd'hui, comme vous le voyez maintenant en image, un ouvrage extraordinaire. L'ouvrage principal sur lequel nous sommes en ce moment, c'est un pont d'une longueur totale de 395,40 mètres. 395,40 mètres qui jouxte le nouveau camp Ouattara Thomas Dakin, le plus grand de l'Afrique de l'Ouest. Qui jouxte quoi? L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes donc sur la rue Atlantique Caraïbes. Qui jouxte quoi? La commune de Port-Boué. Et sur quel axe? Sur l'axe
n'est-ce pas, Félix Houphouët-Boigny, qui était hier l'axe Valéry Giscard d'Estaing. Mais un bon panafricaniste et un homme de parole et d'action, il préfère ne pas dire, mais il préfère faire. Ce boulevard hier qui s'appelait VGE, Valéry Giscard d'Estaing, s'appelle aujourd'hui Félix Houphouët-Boigny. Et sur ce boulevard, on a cette belle œuvre architecturale, cette belle œuvre des travaux publics, notamment l'échangeur du Carrefour Akwaba. Vraiment, aujourd'hui, je ne veux pas long ce qui est court. Simplement féliciter ce grand artisan du développement en Côte d'Ivoire. Mais regardez un peu, suivez-moi. Suivez-moi. Vous voyez là-bas au bout, comme vous le voyez sur l'image du drone, c'est la statue Akwaba. Parce que beaucoup s'inquiétaient. Non, ils ont détruit la statue Akwaba. Non. Le président de la République a instruit que cette statue, qui était plutôt en miniature, soit multipliée par 5. C'est une statue plus grande, plus affirmée, avec les mêmes caractéristiques, avec la même créativité, qui dira désormais à tous ceux qui viennent en Côte d'Ivoire, Akwaba chez nous en Côte d'Ivoire, Akwaba pour le développement, Akwaba encore pour le président de la République, qui encore, nous souhaitons, puisse encore conduire ce pays 5 ans encore. Merci, Monsieur le Président. En langage vérité. Ce panel, initié pour décrypter les 15 années de gouvernance du président Alassane Ouattara, est à mettre à l'actif de la cellule de veille stratégique du parti. Nous observons dans le microcosme politique ivoirien que les adversaires du RHDP ont décidé de privilégier comme point prioritaire du débat la manipulation, la récupération de l'émotion populaire et l'exacerbation des faits divers. Il faut comprendre par cette posture de l'opposition sa volonté affichée et affirmée de sortir le débat politique ivoirien d'un niveau supérieur, constructif, intellectuel et scientifique, afin de le placer à un niveau inférieur, personnel, nocif, passionné et déraisonné.